L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le dernier chapitre d'histoire niveau 6e qui s'appelle « L'Empire romain et les autres mondes anciens ». Pour suivre cette vidéo, vous aurez besoin de votre manuel entre les pages 156 et 169. Si on veut commencer ce chapitre par cette estampe chinoise, c'est dans le but de vous faire deviner qu'est-ce que cette jeune femme est en train de faire. Eh bien, après donc un petit temps de réflexion, nous pouvons constater que cette jeune femme est en train d'évider des cocons de verre à soie. Pourquoi commencer ce chapitre par cette image? Eh bien parce que la relation qui va exister entre l'Empire romain et l'Empire chinois tourne autour de cette marchandise échangée qui s'appelle la soie. Ce produit a permis la mise en place d'une route, qu'on va appeler donc la route de la soie, à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, et là vous avez donc une cartographie du IIe siècle après Jésus-Christ, parce qu'évidemment cette route va mettre du temps à se peaufiner, se perfectionner, se développer. Ici donc vous avez une carte relativement compliquée dont je vais vous proposer une schématisation tout à l'heure. Donc une fois que vous aurez pris le temps d'observer cette carte qui se trouve dans votre manuel, nous allons commencer par un grand 1 qui s'appelle « Les empires romains et chinois en contact par la route de la soie ». Donc voici la schématisation de la carte que je vous ai montrée précédemment. Cette schématisation, elle nous prouve un certain nombre de choses, notamment que ces deux empires sont éloignés de 7000 km, que la zone qui se trouve entre les deux empires s'appelle l'Asie centrale, peuplée de peuples nomades qui deviennent donc des peuples commerçants, que sous l'empereur Wu, c'est-à-dire au deuxième, à cheval donc sur le deuxième et le 1er siècle avant Jésus-Christ, ces commerçants vont commencer à prendre l'habitude d'importer dans l'Empire romain la soie chinoise et de ramener de l'Empire romain vers l'Empire chinois du vin, de la laine et de la verrerie. Donc ce commerce, ces échanges vont mettre en contact deux empires qui par ailleurs ne se connaissent pas, ne se fréquentent pas, ils ne se fréquentent qu'indirectement par l'intermédiaire de ces peuples nomades. Le commerce sur la route de la soie se fait par des caravaniers. Une caravane, c'est donc un groupe de plusieurs commerçants. Ils sont obligés de voyager en groupe car ils doivent affronter des zones désertiques et montagneuses très dangereuses et ils doivent donc être très prudents, très organisés et en général ils utilisent un système de relais. Ici vous avez une très belle illustration, ce qu'on appelle donc une estampe ou une peinture chinoise qui présente donc un exemple de caravane. Ces caravaniers devaient se reposer en plein milieu du désert, donc ils devaient se mettre à l'abri, eux et surtout leurs précieuses marchandises, dans des caravansérails. Les caravansérails, c'était donc des bâtiments fortifiés, formant donc une cour intérieure fermée, afin de protéger à la fois donc les dromadaires, les marchandises et les commerçants eux-mêmes qu'on appelle les caravaniers. Vous avez ici une magnifique photographie de ruines d'un caravansérail où vous prenez quand même conscience de l'importance de ce type de bâtiment en termes d'immensité. Grand 2, des empires qui se partagent le monde et se ressemblent. Effectivement, si l'on compare l'empire
donc chinois de la Chine des Han et l'Empire romain, on constate, grâce au dossier pages 162-163, qu'il y a des ressemblances frappantes. Par exemple, on sait que dans cette période, donc autour du 1er siècle avant Jésus-Christ, pendant donc au début de la naissance de cette commercialisation de la soie, les Romains, les habitants de l'Empire romain, devaient être à peu près 60 millions d'habitants. Or, on constate qu'en Chine, il y a aussi dans l'Empire environ 60 millions d'habitants. Les Romains, pour protéger leurs frontières, avaient créé des fortifications qu'on appelait les limes, et les Chinois ont construit la Grande Muraille de Chine. Les empereurs romains, tels que Auguste, avaient organisé de véritables cultes autour de leur personne, donc c'est ce qu'on appelait des cultes impériaux. Eh bien, les empereurs chinois en ont fait de même, puisque l'empereur Wu, dont on a parlé précédemment, se considérait comme le fils du ciel. À ce titre, il essayait d'avoir une politique conquérante et une politique réformatrice, notamment à l'aide de ses nombreux et efficaces fonctionnaires, tout comme les empereurs romains. Les fonctionnaires chinois s'appelaient des mandarins. Le but des mandarins, tout comme des gouverneurs et fonctionnaires romains, ça a été de simplifier l'écriture. C'est pour cela que le premier alphabet qui a été inventé dans l'histoire de l'écriture, c'est l'alphabet latin. Or, les Chinois vont en faire de même. Ils vont simplifier les idéogrammes en créant la calligraphie. Donc vous voyez que des parallèles sont intrigants et nombreux entre ces deux empires. Pour autant, nous allons étudier la spécificité dans l'empire chinois en constatant que la Chine des Han a constitué une civilisation très savante, et pour cela, on a besoin des docs 1 et 2, page 162. La première idée, c'est que les Chinois ont été des grands inventeurs, notamment donc des avancées technologiques. Ils ont inventé un certain nombre de choses, et donc là, ce sera à vous de compléter les pointillés à l'aide du doc 1 avec les inventions qui vous plaisent le plus. Évidemment, vous pouvez reprendre donc l'invention de la soie, dont le secret a été gardé le plus longtemps possible parce que vous imaginez bien que c'était absolument pas dans l'intérêt des Chinois que les Romains sachent à leur tour faire de la soie. Mais vous pouvez aussi citer comme exemple d'invention la fonte du fer ou la roue hydraulique pour irriguer les champs, ou encore la brouette, le papier ou la boussole. De plus, les Chinois sont réputés pour leur philosophie, notamment la philosophie de Confucius, qui date du 5e siècle avant Jésus-Christ et qui insiste sur l'importance d'une société respectueuse. Confucius rappelle à quel point il est important de respecter la hiérarchie, de respecter les règles, afin que la société fonctionne au mieux. Donc les habitants de la Chine, grâce au philosophe Confucius, sont invités à travailler autour du thème de la sagesse et de la vertu, c'est-à-dire de la morale. Si nous récapitulons tout ce chapitre, nous pouvons utiliser cette schématisation qui se trouve à la page 165 et qui nous rappelle que donc, entre l'Empire romain et l'Empire chinois, un véritable lien s'est créé qui s'est appelé la route de la soie, malgré les 7000 km qui les séparent, et que ce commerce de la soie s'articule en Asie centrale grâce à des marchands qu'on appelle des caravaniers. Les produits échangés sont donc la soie qui part de Chine vers Rome et le vin, la laine et le verre qui part de Rome pour être vendu aux Chinois. Ensuite, on a étudié les parallèles, les comparaisons, les points communs qui existent entre ces deux empires. On a vu que dans les deux cas, ce sont de vastes empires très peuplés, bien administrés,
bien protégés contre les envahisseurs par des fortifications, et que pour contrôler ces vastes espaces, eh bien, les empereurs se dotent de fonctionnaires très efficaces. Ensuite, on a essayé dans le Grand 3 de voir la spécificité de la civilisation chinoise et on a insisté sur sa grandeur, notamment sur sa capacité d'invention technologique, notamment donc par rapport à la soie bien sûr, mais aussi dans les techniques agricoles à travers l'irrigation et la charrue, et par rapport au rôle de l'empereur en termes d'écriture, mais aussi l'influence du philosophe Confucius et de l'impact de cette philosophie sur les mentalités au sein des Chinois. Je vous remercie pour votre attention et je vous donne désormais forcément rendez-vous sur une diapositive de géographie.